Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour, à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan d'une semaine qui restera une semaine de consolidation à plat pour les grands indices actions en Europe, pour le CAC 40 notamment, qui profite encore d'une séance de reprise aujourd'hui, le CAC qui se hisse à nouveau autour de 7450 points autour en cette fin de semaine, ce qui nous donne un bilan en termes de performance hebdomadaire proche de l'équilibre, situation qu'on retrouve sur les autres indices actions en Europe. Parmi les mouvements du jour, à signaler le secteur du luxe qui profite dans son ensemble des très bons résultats du groupe suisse Richemont, la maison mère de Cartier notamment, qui a publié des résultats records sur le trimestre écoulé et qui vient confirmer la tendance qu'on observait déjà depuis quelques semaines à travers les résultats des grands groupes de luxe mondiaux. Le titre Richemont signe une belle hausse de plus de 5% aujourd'hui sur le marché suisse. Et puis on notera la publication également dans le secteur bancaire de Société Générale, avec une petite faiblesse que le marché a remarqué dans les activités de banque de détail en France, des activités domestiques qui connaissent une année de transition, explique la banque française. Le titre Société Générale qui ouvrait en baisse ce matin s'est progressivement redressé pour rejoindre l'ensemble du secteur bancaire qui est plutôt bien orienté en cette fin de semaine en Europe. Voilà pour le paysage de marché. Les sujets spécifiques de cette demi-heure, nous parlerons rachat d'actions à l'occasion de notre rendez-vous mensuel avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. C'est Aldo Sicurani qui sera avec nous. Les rachats d'actions, c'est l'occasion de rappeler que les premiers acheteurs d'actions sur les marchés boursiers mondiaux, européens ou américains, ce sont avant tout les entreprises cotées. Le phénomène de rachat d'actions est déjà massif depuis plusieurs années maintenant aux États-Unis. Il est en train de se développer à vitesse grand V en Europe. De quoi parle-t-on? Quels sont les montants en jeu? Qu'en penser? Discussion à suivre dans un instant donc avec Aldo Sicurani, le délégué général de la F2IC, et puis en pleine campagne d'assemblée générale annuelle, ce grand moment de démocratie actionnariale, nous discuterons de l'engagement et des politiques d'engagement menées chez les investisseurs institutionnels. En l'occurrence, c'est le cas de BNP Paribas Asset Management qui nous sera rapporté par le directeur de l'engagement et de la politique de vote de BNP Paribas Asset Management, un peu plus de 1,5 milliard d'euros d'encours sous gestion. Comment construit-on, comment développe-t-on une politique d'engagement quand on représente plus de 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion? Discussion à suivre là aussi avec Michael Herskovitch qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, le thème des rachats d'actions, c'est le thème choisi par Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC, notre rendez-vous mensuel avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Bonjour Aldo. Bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle rachat d'actions. Alors, je le rappelle à chaque fois, ce sont les entreprises cotées qui sont les premiers acheteurs d'actions aujourd'hui sur les marchés boursiers américains et ou européens. De quoi parle-t-on quand on parle de rachat d'actions, sachant que c'est un phénomène effectivement qui est en train de se développer fortement en Europe? Là où c'était un phénomène très américain il y a encore quelques années, on voit ce thème monter en puissance du côté des entreprises européennes. Oui, traditionnellement, les Américains sont pas des fans du dividende, en particulier parce que une partie très significative de la cote, c'est le Nasdaq, et que ce sont des valeurs technologiques donc qui financent leur croissance en réutilisant le cash en permanence. Mais en revanche, ils aiment bien le rachat d'actions. Alors, le rachat d'actions, c'est exactement ce que son nom indique, c'est une société qui va sur le marché pour racheter ses actions. Et alors, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle peut en faire deux choses. Soit elle les annule, et donc il y a une réduction du capital social. Soit elle les garde pour les distribuer à ses salariés
ou à ses dirigeants, c'est le cas le plus fréquent, mais il arrive aussi qu'elle les redistribue à ses actionnaires. En France, on a quelques sociétés comme ça, dont Air Liquide, qui le fait tous les 2 ans. Vous avez Interparfums qui le fait chaque année, Euraseo qui le fait régulièrement également. Vous avez quelques sociétés comme ça, mais c'est quand même très, très rare. Donc c'est une opération parfaitement légale, mais qui est quand même très contrôlée. Hein. Les sociétés sont limitées dans la part du capital qu'elles peuvent racheter chaque année. De quoi parle-t-on en matière de montant notamment? Qu'est-ce qu'on peut dire du phénomène et de la taille du phénomène aujourd'hui, Aldo? Alors, sur la taille, il y a eu une étude, un recensement qui vient d'être fait par une société américaine qui s'appelle Janus Anderson, sur les 1200 plus grosses entreprises dans le monde. Donc on parle de à peu près un peu plus de 1300 milliards de dollars, soit à peu près autant que la distribution de dividendes. Un petit peu moins, mais c'est à 50 ou 100 milliards de différence. Ça, c'est le chiffre sur un an pour l'exercice 2022. C'est pour l'exercice 2022 pour les 1200 plus grosses. Ah ouais. Et donc là-dessus, il y en a 932 milliards. Ce sont la part des plus grosses sociétés américaines. Mais en fait, si vous prenez l'ensemble des sociétés américaines, on est sensiblement au-dessus maintenant des 1000 milliards. Et 218 milliards en Europe, dont un tiers pour le seul Royaume-Uni. Alors, ça, c'est alimenté surtout par les excellents résultats que les sociétés ont eus l'année dernière. Et on avait à peu près un phénomène relativement similaire en 2021. Ce qu'on constate, c'est une forte accélération en Europe, x5 sur les 5 dernières années, et x7 au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'était même pas, à peine 10 milliards. À peine 10 milliards, il y a quelques années, c'était pas un sujet en Europe. On n'en parlait jamais des rachats d'actions. Ça faisait jamais l'actualité, entre guillemets. Non, parce que, en fait, les dividendes, oui. En Europe, les gros titres sur les dividendes, oui, mais jamais sur les rachats. Il y a une habitude de verser des dividendes. Alors c'est vrai que les sociétés faisaient fluctuer le nombre de sociétés qui sont extrêmement régulières et qui ne baissent jamais leurs dividendes est relativement faible, et elles ne se privent pas de le faire savoir. Air Liquide, je citais tout à l'heure, Pernod Ricard, L'Oréal. Toutes ces boîtes-là sont très bien identifiées. C'est même des thèmes d'investissement importants pour les gestionnaires d'actifs. Absolument. Le rachat d'actions, ça permet plus de flexibilité. C'est-à-dire que vous décidez à une année de racheter, prenons Total Energy, 4, 5, 6 milliards d'euros sur le marché. Vous ne le faites pas l'année suivante, l'actionnaire ne s'en rend pas compte. En revanche, si vous lui versez un rendement de 5 ou 6% une année et que l'année suivante, vous divisez par 2 le dividende que vous allez lui donner, ça, il s'en rend compte tout de suite. Le dividende, c'est une promesse. Le rachat d'actions, c'est un bonus, quoi. Oui, c'est un bonus. Et puis, parfois, s'il n'ouvre pas les journaux financiers ou s'il ne regarde pas Bismart tous les vendredis, il ne le verra pas. Et puis, il y a un autre effet, c'est que le rachat d'actions, comme je vous l'ai dit au début, si vous les supprimez, vous réduisez le capital social, donc vous faites automatiquement monter le bénéfice net par action. Or, ça a 2 effets. Le premier effet, c'est que les analystes, eux, ils évaluent une entreprise en fonction du bénéfice net par action. Si le bénéfice net par action monte, ils vont monter leur objectif de cours. Ça va avoir un effet boule de neige sur le marché. Bon, là, tout va bien. Puis, le deuxième effet, c'est que de plus en plus maintenant, dans les critères de rémunération des dirigeants, vous avez l'évolution du cours de bourse. Et donc, le dirigeant, lui, finalement, que la société, s'il a beaucoup de cash, que la société mette 2, 3, 4 milliards, sachant que tous les investissements ont été réalisés, que les dividendes ont été versés, on réduit le capital de 2, 3, 4 milliards et ça va lui permettre de faire monter d'optimiser un peu le package, quoi. Exactement. Ouais, non, mais
Moi, je retiens quand même le point de la flexibilité financière que ça offre, parce que je pense que c'est pas anodin, Aldo. Comme vous le disiez, hein, couper un dividende, ça peut plomber un titre pendant longtemps. Surtout quand on fait partie de ces entreprises qui attirent les investisseurs par la régularité et la croissance régulière du dividende qu'elles peuvent servir. Parfois, il y a le rachat d'actions, ça apporte une flexibilité. Vous pouvez engager un programme, le stopper, le suspendre, le reprendre, l'annuler. Dans un contexte incertain comme on le vit aujourd'hui, c'est pas illégitime de s'autoriser cette flexibilité financière en préservant quand même un retour à l'actionnaire qui peut être plus ou moins légitime. C'est un autre débat, mais qui fait partie du jeu, entre guillemets. D'autant que les entreprises peuvent être prisonnières de leurs dividendes. Elles ne le sont pas du rachat d'actions. Alors parfois, ça peut avoir des effets pervers. On va se dire, ok, si vous prenez Apple par exemple, Apple, ils ont augmenté de X, je ne sais plus combien de pourcents ces 10 ou 15 dernières années, c'est absolument phénoménal. Un tiers de la performance est due au rachat d'actions. Ouais. 600 milliards de dollars de rachat d'actions sur 10 ans, j'ai vu Apple. Voilà. Mais vous ne pouvez pas aller contre le marché. Meta alors il y a eu la hausse des taux qui a fait baisser les valeurs technologiques, mais il y a eu cette frénésie d'investissement dans la réalité virtuelle qui n'a pas pris, et donc Meta a eu beau dépenser pas loin de 70 milliards de dollars dans les rachats d'actions, ça n'a pas empêché. Meta a racheté ses actions au prix moyen de 277 $. Aujourd'hui, on est à 240, mais c'est tombé à 100 à un moment. Donc, ça n'a pas empêché. Donc, ça n'a pas mis de plancher au cours de bourse pour autant. Ça a peut-être ralenti. Non, mais bien sûr. Mais, il serait peut-être descendu encore plus bas. Oui. Mais ça ne permet pas de masquer toutes les vulnérabilités ou toutes les faiblesses d'un cas d'investissement. Bon, et puis il y a aussi l'effet d'image. Parce que quand vous regardez aujourd'hui dans la situation dans laquelle les États sont avec le quoi qu'il en coûte, dont on essaie de sortir péniblement. Quand on voit une société qui va dépenser X dizaines, voire centaines de milliards d'euros ou de dollars dans une politique de rachat d'actions, ça donne des idées au gouvernement qui sont... Et aux États-Unis, par exemple, ils ont mis une taxe de 1% sur les rachats d'actions. Donc 1000 milliards de dollars, ça fait toujours 10 milliards qui tombent dans les caisses du Trésor. Et là, Joe Biden parle de quadrupler, de passer à 4%. Alors bon, avec les républicains à la Chambre, ça va peut-être pas... Mais bon, et je constate que l'État français aussi également a une idée de taxer les rachats d'actions. Donc, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas des fans des rachats d'actions, pourquoi pas? C'est une bonne façon de remplir un peu les caisses de l'État. Qu'est-ce qui vous gêne, Aldo, du point de vue d'un actionnaire individuel c'est une bonne nouvelle ou pas? Parce que évidemment, c'est un surplus de performance financière, de gains financiers pour l'actionnaire, ce qui est parfois peut-être en meilleure position pour réallouer le capital qu'une entreprise. Ça peut arriver. Il y a aussi des professionnels chez les investisseurs et les actionnaires. On ne va pas demander à Hermès ou à LVMH de construire des usines à batterie à Dunkerque. C'est sûr. Mais je vois quand même que toutes nos entreprises voient de nouveaux concurrents arriver et peut-être qu'elles ne sont pas toujours aussi présentes qu'elles pourraient l'être sur certains marchés et qu'elles pourraient utiliser cet argent pour continuer à se développer. Les Chinois, regardez les Chinois avec la voiture électrique. Il y a 5 ans, ils n'existaient pas. Aujourd'hui, moi, si j'apprenais que Stellantis rachète ses actions, ça ne me ferait pas plaisir. Bon, vaste sujet, effectivement, et en tout cas, c'est un phénomène qui se développe aujourd'hui en Europe, qu'il faut prendre en compte quand on est investisseur. C'est du flux sur les marchés actions, bien sûr, et puis c'est un nouveau sujet politique également. Après la case dividende, il faut trouver une manière politique d'adresser cette question des rachats d'actions. Merci beaucoup, Aldo. Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC, notre rendez-vous mensuel avec la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Pour
poursuivons cette discussion sur le terrain de l'engagement et des politiques de vote chez un investisseur institutionnel comme BNP Paribas Asset Management. C'est son directeur de l'engagement et de la politique de vote qui est à nos côtés en plateau, Michael Herskovitch. Bonjour. Bienvenue Michael, merci beaucoup d'être là. Je suis désolé, il y aurait tellement de choses à dire après l'intervention d'Aldo, mais j'aimerais qu'on explique un petit peu comment on fait vivre une politique d'engagement chez un investisseur institutionnel comme BNP Paribas AM. Je disais un peu plus d'1,5 milliard d'euros sous encours. Ça vous place évidemment chez les gros gestionnaires d'actifs institutionnels en Europe et dans le monde. Déjà de manière presque quantitative, comment vous mesurez le niveau d'engagement de l'asset manager BNP Paribas dans la sphère financière aujourd'hui, Michael? Très bien, merci tout d'abord de l'invitation. Donc juste, vous avez nommé quelques chiffres, je vais en rajouter pour commencer. Donc quand on parle de 500 milliards en termes de vote, on parle de à peu près 2000 assemblées générales sur lesquelles on vote par an. Donc 2000 participations. On ne dialogue pas, on n'engage pas la discussion avec toutes ces 2000 sociétés. On engage à peu près avec 400 sociétés par an. Donc ça, c'est un petit peu dans l'ordre de grandeur. Il y a plusieurs sujets dans l'engagement. Il y a le vote en Assemblée générale, on va en parler, mais on exprime à travers un vote en Assemblée générale une position. On n'hésite pas à utiliser cette arme, cet outil du vote. Aujourd'hui, du moins sur les années précédentes, on s'est opposé à peu près une résolution sur 3, 33%. Donc c'est un moyen... Un premier moyen, déjà, c'est un outil qui existe pour les investisseurs, c'est un droit et c'est un outil qui est utilisé. Après, sur la question de comment on mesure, donc il y a des mesures de taux de soutien, de taux d'opposition, il y a des nombres d'engagements. Ça reste quand même beaucoup de choses qualitatives, l'engagement. On va parler d'un certain nombre de sujets assez complexes. Ces sujets, ils vont prendre du temps à aboutir. Donc la mesure quantitative de quelque chose qui est qualitatif est toujours très difficile. Les questions qu'on se pose souvent, c'est sur quel sujet on va porter le débat, avec qui, quelle entreprise on va choisir et comment. Sont un peu les 3 questions clés qu'on se pose tout le temps sur ces sujets d'engagement pour déterminer les sociétés discutées et les sujets. Sur les sujets, commençons par là, Michael. Alors j'imagine qu'il y a l'éléphant dans la pièce qui est le sujet ou les sujets climatiques, environnementaux. Est-ce que oui, c'est 80, 90%, 100% des sujets sur lesquels vous vous engagez, ou est-ce que derrière ces sujets-là, il y a aussi d'autres thématiques qui sont en train de monter en puissance? Alors, il y a bien sûr la transition énergétique. On va pas, on l'a pris depuis un certain nombre d'années. C'est pas nouveau. C'est un sujet clé, systémique, important de discuter. Aujourd'hui, c'est pas l'unique sujet. C'est pas 100%. C'est peut-être 30, 40% à peu près des thématiques. On a d'autres thématiques. On a les sujets de ce qu'on appelle la protection de l'environnement, les sujets de biodiversité, qui sont très liés d'ailleurs avec le climat. On ne peut pas résoudre les sujets de climat sans toucher aussi à ces sujets de biodiversité notamment. Mais il y en a d'autres. Il y a des sujets d'égalité sur lesquels on passe beaucoup de temps. Il y a des sujets de gouvernance qui sont au cœur des assemblées générales, mais pas uniquement, qui sont des thématiques sur lesquelles on consacre beaucoup de temps. Donc c'est pas uniquement le seul sujet clairement du changement climatique qui est là. C'est également une pléthore de sujets qui sont différents selon les secteurs, qui sont différentes aussi selon les entreprises. Certaines entreprises ont des enjeux qui sont plus importants que d'autres. Dans le taux d'opposition que vous mesurez, donc 33% de résolutions sur lesquelles vous vous opposez dans les 2000 assemblées générales auxquelles vous participez, Michael, il y a un ou des sujets qui remontent plus que d'autres, justement, qui génèrent cette opposition de BNP Paribas Asset Management? Oui, alors déjà, il faut voir en assemblée générale, on vote principalement sur quoi? On vote principalement sur l'élection du conseil, on va élire des administrateurs, qui vont élire un dirigeant après. On va voter sur des questions plutôt d'opérations financières et on va voter sur les questions de rémunération. Cette triptyque des 3 résolutions, en fait, c'est 80% des assemblées générales et c'est naturellement les résolutions sur lesquelles on s'oppose le plus. Il y a d'autres résolutions, il y a le dividende, il y a le rachat d'actions qui a été parlé par Aldo, mais ça reste en volume plutôt ces résolutions-là. Et donc, en ordre, c'est plutôt les résolutions d'abord de rémunération, on a une opposition assez forte, et après les résolutions d'élection du Conseil. Qui sont les sujets cœur et clés d'une assemblée générale. Exactement. Mais avec ces sujets clés, on touche les thématiques que j'ai évoquées. Ce n'est pas... Alors, on a commencé à voir
récemment des résolutions climatiques qui commencent à arriver. Mais même quand elles ne sont pas là, à élire un conseil d'administration, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose et on va prendre en compte la dimension, la transition énergétique de l'entreprise, les changements climatiques, peut-être les questions des fois de biodiversité quand le secteur et l'enjeu est clé pour la société. Donc ne pas élire ou refuser d'élire un conseil d'administration pour ces raisons-là est aussi un outil qu'on utilise et qui est à disposition des investisseurs. Comment vous choisissez de déclencher une politique d'engagement avec un corporate, un émetteur, une entreprise, plutôt qu'une autre, Mickaël? Qu'est-ce qui compte dans les critères qui vous permettent de dire, là, il y a quelque chose à faire d'intéressant, un engagement qui peut être d'ailleurs constructif et pour l'entreprise et pour nous actionnaires, et on est prêt à y mettre des moyens, des personnes, du temps et peut-être parfois plusieurs années pour construire justement quelque chose. Quels sont les critères importants là? Alors, ça dépend. C'est souvent la réponse à ce type de question. Ça dépend. Alors, naturellement, on va engager en priorité avec les positions qui sont les plus importantes chez nous. C'est assez naturel que nos top 50 dans les positions, parmi les 2000 assemblées générales, en fait, le top 50, qui sont nos plus gros actifs. Naturellement, on engage avec ces sociétés, soit de notre initiative, on va aller les voir et on va porter un sujet selon l'entreprise, selon les sujets qui sont importants à adresser. Ou même l'entreprise va venir vers nous parce que naturellement, on fait partie des principaux actionnaires et elle souhaite dialoguer. Donc, on va avoir un volet qui est naturel d'engagement par rapport aux positions. Après, on va avoir plutôt des engagements thématiques. Quand on prend des sujets, je ne vais pas prendre le sujet changement climatique pour changer, je vais prendre le sujet de diversité. On a établi des règles, on a établi des attentes envers les entreprises, d'avoir un certain nombre de femmes au conseil. Alors, en France, on a une loi, mais on est un des rares pays à avoir une loi. On a encore ce sujet qui est prégnant dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de pays. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les sociétés qui ont des enjeux, qui aujourd'hui ne sont pas au niveau où on souhaiterait les voir et engager en priorité celle-là. Donc c'est peut-être pas forcément les 50 premières, parce que souvent ça fait partie plutôt d'entreprises qui ont tendance aussi à être vertueuses. Si elles sont dans nos plus grosses pauses, souvent elles ont des bonnes pratiques aussi. Bien sûr. Et d'aller un tout petit peu en dessous, avec toujours une priorisation bien sûr de l'investissement. On ne va pas aller passer du temps sur une entreprise sur laquelle on n'a pas d'investissement ou très peu. Mais ça va être également avec ce mix de l'angle, aller voir des entreprises qui ont des axes de progrès attendus et essayer de les accompagner. Quand on gère, je le rappelle encore une fois, un peu plus d'1,5 milliard d'euros d'encours sous gestion chez BNP Paribas Asset Management, est-ce que c'est suffisant avec des tailles de participation, j'imagine, qui sont parfois substantielles? C'est plusieurs pourcents du capital, souvent, qui est détenu dans les grosses participations que vous avez, parfois même au-delà de 5, j'imagine, Mickaël. Est-ce que c'est un poids suffisant pour se dire, voilà, je représente suffisamment pour faire bouger les choses dans l'entreprise? Alors oui, c'est un poids suffisant, mais c'est toujours bien aussi d'y aller à plusieurs. Donc on a toujours aussi le comment. On peut y aller de manière individuelle et on le fait. On peut y aller aussi de manière collective. Qu'on soit 5%, qu'on ait 1%, on va de plus en plus de manière collective. De plus en plus. C'est ce qui s'est passé, par exemple. Alors, c'est une initiative qui n'est pas nouvelle, qui a été créée en 2017, Climate Action 100, sur les sujets changement climatique. Les 160, alors maintenant il y en a 167, alors c'est le 100, oui, 500 plus, mais en résumant, c'est 80% des entreprises industrielles les plus émetteurs de carbone. Et ça représente 160 entreprises. On a 700 investisseurs ensemble dans cette coalition qui représente 68 trillions de dollars. Donc, on a la majorité, une grande importance, tous les plus gros, des acteurs plus petits également. Et tout l'intérêt, c'est de se mettre d'accord sur une feuille de route, accompagner les entreprises sur la transition énergétique, les pousser à adopter des politiques plus ambitieuses et y aller collectivement. Et entre guillemets, un petit peu se répartir la tâche. C'est-à-dire que sur les 167 entreprises, on s'occupe de l'engagement sur 10 d'entre elles. Chez nous, d'autres investisseurs le font et on a une feuille de route commune. Ils ont mandat pour gérer, et vous avez mandat de la part de vos partenaires dans ces coalitions pour traiter et être leader sur des engagements spécifiques vis-à-vis d'entreprises spécifiques. Exactement, avec une feuille de route qui est publique, avec à la fin une sorte de notes et de benchmark qui est publique. Et après, chacun en tire les conséquences qu'il souhaite. Bien sûr, on reste indépendant. Mais il y a cette feuille de route, cette mise en commun.
Et de plus en plus d'initiatives collectives en fait se lancent. On en a lancé une il y a quelques mois sur les sujets de biodiversité. Alors on l'appelait Nature Action 100, on essaie un peu de caler sur les noms, mais c'est un petit peu la même logique. Donc maintenant sur les sujets de biodiversité, se mettre d'accord en commun, essayer de répartir. Et c'est très complémentaire aussi avec les démarches individuelles. Ça ne remplace pas les démarches individuelles, mais ça permet d'avoir plus de poids, d'être plus nombreux et de le faire en parallèle d'engagement individuel. Combien de temps on se donne quand on lance une politique d'engagement avec une entreprise? Est-ce que c'est un travail infini qui ne s'arrête jamais? Est-ce que c'est un travail qui doit être validé étape par étape avec la feuille de route dont vous parlez? Alors, et quels sont à un moment comment est-ce qu'on sort ou pas d'une politique d'engagement en fonction des réponses qu'on obtient ou non de la part de l'entreprise? À quel moment on coupe? Alors, avant de couper, il y a d'autres solutions aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les temporalités, sur des sujets comme les sujets climatiques, elles sont très longues. Néanmoins, chaque année, on a des points. Donc, si on reprend l'exemple de Climate Action, on a une feuille de route jusqu'à 2030. Après, chaque année, on a un classement qui sort. Donc, chaque année, on a des points d'étape qui permettent de situer l'entreprise où elle est. Et après, pour nous, chaque année, on va en tirer des conséquences. Donc même si on a une feuille de route pluriannuelle, chaque année, on peut en tirer des conséquences. Une des conséquences qu'on en tire avant éventuellement la sortie, qui est vraiment la dernière démarche, si en fait on n'avance pas et on estime qu'on n'avance pas assez vite, c'est notamment les mesures d'escalade. On a parlé du vote, mais on peut voter contre. C'est quand même une arme et un outil utilisé de plus en plus, qui est extrêmement intéressant, notamment sur les sujets climatiques, sur des entreprises qui ne prennent pas d'engagement d'être net zéro, qui ne prennent pas de démarche de réduction de leurs émissions. On peut utiliser cette arme. L'arme de vendre, c'est un échec. C'est à la fin, effectivement, une fois que toutes les solutions ont été essayées d'une certaine manière. Exactement, et après, une fois qu'on est sorti, on ne peut plus parler avec ces sociétés. On n'est plus, donc c'est la limite aussi de la sortie, qui est une arme qu'on utilise de temps en temps, qui est là, mais qui malheureusement fait que derrière, on ne peut plus pousser l'entreprise à bouger les lignes. Après, il y a d'autres démarches, on peut déposer des résolutions d'actionnaires, on peut faire d'autres mesures d'escalade qu'on utilise, qui arrivent avant l'éventuelle sortie. Bien sûr. Aldo, je vous repasse la parole. Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC. On a beaucoup parlé avec vous des AG. Alors, si vous avez une question peut-être à Michael Herskovitch de ce oui, point-là. Le mois dernier, on avait abordé cette question du vote le jour de l'Assemblée générale. Ouais. Et alors, depuis la Covid, il y a eu beaucoup de discussions autour des assemblées hybrides. Bon, en France, maintenant, c'est entré en place. C'est même plutôt une belle avancée. En revanche, il y a encore un point, c'est pouvoir, à distance, poser des questions et voter le jour de l'Assemblée générale. Alors, les individuels sont très pour ça, mais on ne sait pas trop quelle est la position des institutionnels sur la question. Non, les institutionnels sont en faveur de ça. Alors on peut reprendre, je prends une autre casquette qui est celle que je préside, le comité de l'AFG sur ces sujets-là, donc l'Association française de gestion, qui a pris une position en faveur des AG hybrides. Et en effet, vous avez complètement raison, l'AG hybride, elle est là que si on a les mêmes droits à distance qu'en présentiel. Donc on est complètement en faveur. C'est vrai qu'en tant qu'institutionnel, la plupart des cas, on vote en amont, mais des fois ça nous arrive d'aller et ça nous arrive très souvent d'assister en virtuel, et en effet c'est la voie, je pense, qu'il faut poursuivre, et on est en faveur complètement de l'AG hybride, et on est complètement contre aussi la partie AG purement virtuelle, qui n'est pas le cas en France. Oui, mais c'est en Allemagne par exemple. Dans d'autres pays où on peut se retrouver à post-Covid, en fait, avoir le même régime qu'il y avait pendant la crise sanitaire, et des AG qui sont purement virtuels. Merci beaucoup pour cette discussion, messieurs, à poursuivre, à continuer sur les politiques d'engagement, sur la question des AG. Michael Herskovitch était avec nous en plateau, directeur de l'engagement et de la politique de vote de BNP Paribas Asset Management, et Aldo Sicurani, je le rappelle, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Voilà pour cette demi-heure d'émission. Smart Bourse revient à 17h en direct sur Bismart.